Bonjour et bienvenue à notre Face-à-Face avec Denis Trottier, une émission où on prend un sujet d'actualité et puis on va l'explorer sous l'expérience et la sagesse de M. Trottier qui va nous faire part de ses opinions, de ses réflexions en fait sur ce sujet-là. Aujourd'hui, un sujet qui, moi, me touche beaucoup, je pense que toi aussi, Denis, c'est les ressources naturelles. On va parler de ressources naturelles. Pour ceux qui connaissent, qui n'ont aucune idée en tant que ressources naturelles, c'est quoi les ressources naturelles et ça appartient à qui, ça? Bien, d'abord, l'eau, l'air, le sol, les mines. Dans le fond, il y a ce qui est en dessous du sol, ce qu'il y a au-dessus, les arbres, la forêt. Les animaux font partie des ressources naturelles. C'était la première ressource naturelle qui a été exploitée. Puis, de manière générale, ça appartient principalement à l'État, ou du moins au Québec, dépendant des pays. C'est pas pareil comme en Suède, dans les pays scandinaves, la forêt est beaucoup plus privatisée que chez nous. Okay. C'est qu'eux autres, ça appartient beaucoup plus à des propriétaires privés. Mais par contre, les citoyens ont le droit d'aller sur les propriétés privées. Oui, nous autres, on met une clôture, puis là, c'est chez nous, on ne peut plus toucher à ça. Alors que nous autres, c'est l'inverse. Plus 90 % de la forêt au Québec appartient au gouvernement. C'est vrai parce que je suis allé, moi, en Suède, entre autres, et puis on avait le droit, une fois qu'on était à 100 mètres de la route, on avait le droit de se tenter n'importe où dans la forêt. C'était assez génial. C'est ça. Ça fait que c'est une autre façon de procéder. Il y a des avantages et des inconvénients dans chacune des formules. Pour ce qui est des mines, le sous-sol appartient au gouvernement, puis les compagnies demandent des bails, puis il faut qu'ils investissent pour être capable de maintenir ces baux-là. Ça ne coûte pas très cher, les redevances ne sont pas très élevées, mais ça prend des investissements pour pouvoir conserver les baux à plus long terme. OK. Est-ce qu'on doit obligatoirement exploiter les ressources naturelles? Parce qu'on se dit, hey, il y a de quoi, on a trouvé du gaz de schiste, on a trouvé peu importe, il faut l'exploiter. Il y a cette mentalité-là qui existe, là. Oui, mais disons qu'au point de départ, c'est parce qu'il faut assurer des besoins quand même essentiels, là, des besoins de nourriture, des besoins d'énergie. Si on n'avait pas Hydro-Québec, ça sert l'hiver, là, ça a l'air de rien, mais ça peut aider. Oui, l'éclairage, le fonctionnement des usines, il y a toutes sortes de choses. Puis également aussi en termes de nourriture, si on n'avait pas pêché, si on n'avait pas aussi cultivé, dans le fond, c'est que là, il faut que les ressources servent à des besoins. Bon, est-ce qu'on doit mettre toutes les ressources sur le même pied? Bien, il faut dire d'abord qu'il y a des ressources qui sont renouvelables puis des ressources qui sont non renouvelables. Bon, moi, je pense qu'on devrait privilégier les ressources qui sont renouvelables parce que celles qui ne sont pas renouvelables, par exemple comme le pétrole, bien, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourrait en avoir besoin. Puis en plus, c'est que on peut voir là, que souvent, si on veut savoir si une ressource est bien utilisée, on doit juste regarder la pollution qu'elle fait. Si l'utilisation d'une ressource amène beaucoup de pollution, ça veut dire que peut-être que ce n'est pas la meilleure utilisation. Par exemple, comme le pétrole dans une auto, c'est très efficace, mais c'est très polluant. Ouais. Je ne suis pas certain que c'est là-dedans qu'on devrait faire parce que, dans le fond, c'est qu'on prend cette ressource-là, puis on l'envoie dans le moteur, produit une énergie, s'en va dans le ciel, produit des gaz à effet de serre, puis elle disparaît pour de bon. Si on utilisait le pétrole, par exemple, pour faire des plastiques, puis qu'on recyclait ces plastiques-là régulièrement, on aurait du pétrole jusqu'à la fin de nos jours. Et peut-être qu'un jour, on dira hey, on n'aurait pas dû utiliser le pétrole pour les autos, on aurait peut-être dû le garder pour d'autres choses. Puis je pense que. Puis en plus, c'est que si on utilise les ressources qui sont renouvelables, bien, c'est qu'à ce moment-là, d'abord, si on se trompe, c'est moins pire. Parce que si tu utilises une ressource, puis tu l'as gaspillée, à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Mais si c'est une ressource renouvelable, par exemple, comme la forêt, si jamais on l'a mal utilisée, ça va repousser, puis nos descendants pourront corriger nos erreurs. Puis en plus de ça, c'est que si on utilise une ressource qui est renouvelable, l'argent qu'on investit aujourd'hui, mettons qu'on investit 100 millions dans la forêt, ça sert à créer des emplois tout de suite, ou en maintenir, mais ça sert aussi à conserver cette industrie-là pour l'avenir. Parce que dans les mines, là, on ne sait pas s'il va y avoir encore des emplois dans 500 ans. Ouais. Peut-être qu'il n'y en aura plus. Mais dans la forêt, il va y avoir encore des travailleurs forestiers dans 500 ans, peut-être dans 5000 ans, parce que c'est une ressource qui peut servir à toutes sortes de choses. Puis on peut-tu réutiliser, par exemple, là on parle des mines, là, si on fait une mine à ciel ouvert puis il n'y a plus d'exploité, est-ce qu'on peut réutiliser ce terrain-là ou il est contaminé? Bien, c'est sûr que malheureusement au Québec, pendant longtemps, les compagnies ont exploité de façon sauvage des grands territoires. Ils ont laissé des mines là, dans des états, on pourrait dire dégueulasses, là, avec toutes sortes de débris, de pollution extrême. Puis moi, la dernière fois que j'ai vu le rapport là, du vérificateur général, on disait qu'on en avait au moins pour 1,5 milliard à réparer là, de sites là,
qui ont été laissés comme ça. Les compagnies ont fait faillite, ils ont sacré le camp, ils ont changé de nom, etc. On ne les a pas demandé de réparer ça. C'est que même si on les avait demandé, des fois, ils ont fait faillite, ça fait qu'ils sont dissous. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec la nouvelle loi sur les mines, c'est il y a l'obligation d'avoir des réserves. Tu es obligé de mettre un montant tout de suite pour la réparation plus tard. Okay. Comme ça, on va au moins éviter le pire. Est-ce que ça veut dire ça que tout est réglé? Non. Est-ce que ça veut dire ça qu'on ne devrait pas agir autrement? Probablement. On a encore beaucoup d'ouvrages à faire par rapport à ça. Puis par rapport aux mines, comment on devrait gérer l'exploitation minière? Parce qu'on voit ici, il y a l'histoire des redevances. Là, on a un peu de redevances ici. Je ne veux pas comparer à d'autres pays parce que ce n'est pas nécessairement les mêmes réalités, mais il y a d'autres pays où les redevances sont vraiment plus élevées. Oui, mais il faut être conscient que, dans le fond, il faut que ça suive un peu le prix des métaux. C'est que là, au Parti québécois, des fois, on nous a accusé qu'à une certaine période, que les redevances n'étaient pas très grandes, mais il faut dire que le prix du métal était extrêmement bas. Okay. Puis si on avait gardé des redevances hautes, toutes les usines auraient fermé, toutes les mines auraient fermé, il n'y aurait plus d'emplois. Ça fait que là, on devrait avoir une politique qui suit le prix du métal. Ça veut dire ça que si le prix est très bon, à ce moment-là, on augmente les redevances. Puis si le prix est très bas, on baisse les redevances pour être capable de garder de l'activité. Prenons par exemple l'exemple du fer. Là. Il y a eu beaucoup d'investissements qui étaient faits sur la Côte-Nord, mais là, dans les dernières années, c'est que le prix a baissé de 300 là. Ça veut dire que si, mettons, il était à 200 la tonne, il est rendu à 60 tu n'es plus capable de faire de l'argent avec ça. Une des façons, ce serait de faire en sorte qu'on puisse suivre le prix du marché. Puis l'autre élément, c'est qu'une entreprise qui transforme devrait payer moins de redevances qu'une entreprise qui ne transforme pas, pour qu'il y ait un incitatif à transformer. Fait qu'à ce moment-là, tu dis, bien, regarde, toi, là, tu veux faire plus d'emplois parce que tu vas transformer, on va te charger moins cher pour t'aider à t'inciter à transformer. Ça devrait être une façon de gérer. On passait des mines au pétrole. Est-ce que, comme société, on devrait exploiter le pétrole? Parce que là, on sait, dans ces derniers temps, le cours du pétrole a chuté, mais on sait que c'est une richesse là, qui mène un peu le monde, si on veut dire. Est-ce qu'on devrait exploiter le pétrole qui est sur notre territoire, comme ce qu'il y a dans le golfe du Saint-Laurent, sur l'île d'Anticosti, le gaz de schiste? Il y a eu plein de débats là-dessus. Disons que, d'abord, il faut partir du principe qu'à court terme, on ne peut pas arrêter l'utilisation du pétrole. Là. Ouais. Bon, moi, j'ai un auto hybride là, qui fonctionne en partie électrique, là, mais je suis le seul dans le secteur. Là, où, en tout cas, il y en a peut-être quelques-uns, mais mettons qu'on est 10. Là, ça veut dire ça que 99,9 % du monde fonctionne avec des autos à pétrole. On ne peut pas penser que ça va se changer rapidement. Puis aussi, il y a d'autres utilisations dans le chauffage ou dans d'autres choses. Là. Ça fait qu'il faut être conscient que si on veut avoir comme objectif de cesser d'utiliser le pétrole, il faut se donner 20, 25 ans, 30 ans. Sinon, à court terme, il n'y a rien à faire avec ça. Okay. L'autre élément, c'est que utiliser le pétrole présentement, ça nous coûte très cher comme Québécois parce qu'on achète le pétrole à l'extérieur. La dernière fois que j'ai vérifié, ça nous coûtait 18 milliards de dollars qu'on envoie à l'extérieur par année. Okay. 18 milliards, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ça veut dire ça qu'au lieu de créer des emplois chez nous, on crée des emplois en Arabie Saoudite, au Nigeria, en Venezuela, etc. C'est-à-dire que si on utilisait du pétrole qui est fait au Québec, à ce moment-là, c'est que là, on créerait au moins de l'économie chez nous. Là. Ouais. Ça ne ferait pas moins de gaz à effet de serre, pas plus, mais ça ferait une grosse différence dans le portefeuille des Québécois. L'autre élément, c'est que, par exemple, comme là, il y a des projets éventuellement qui vont se faire là, dans le golfe Saint-Laurent, au niveau près de Terre-Neuve, Old-Harry, c'est ça. Bon. Nous autres, admettons qu'on dit, nous autres, on trouve que c'est trop dangereux. Puis je ne dis pas que c'est pas dangereux. Moi, je suis allé dans ce secteur-là, on a vécu une grosse tempête, là, il y a des dangers, c'est très profond, etc. Mais admettons qu'on dit, nous autres, on ne touche pas à ça, mais que Terre-Neuve, qui est juste à côté de nous autres, décide de toucher à ça, puis qu'eux autres, ils viennent parce que la réserve de Old-Harry est en partie sur le territoire du Québec, puis en partie sur le territoire de Terre-Neuve. Là, nous autres, on ne peut pas empêcher que Terre-Neuve exploite le pétrole. Si Terre-Neuve fait un puits de son côté qui vient siphonner le pétrole du Québec, eux autres, ils font beaucoup d'argent. Nous autres, on ne fait pas une scène, puis on reste avec les risques pareils. Puis on paie, puis on les achète le pétrole. On les achète le pétrole. Là. Bon, là, ça fait que là, dans un cas comme ça, est-ce que si Terre-Neuve embarque, on ne sera pas obligé d'embarquer? Peut-être. Ouais. Parce que les risques vont rester là, puis on n'aura pas aucune possibilité de faire de l'argent. Sur les autres, gaz de schiste, ça, pour moi, en tout cas, à l'heure actuelle,
c'est une merde, ce produit-là, du fait que c'est très dangereux sur les nappes phréatiques. Moi, je pense qu'on ne devrait pas toucher à ça. C'est pas l'avenir, en tout cas, du moins, en tout cas, pas au Québec. Surtout quand nous autres, on a d'autres sources d'énergie, comme l'hydroélectricité, qui pourrait nous permettre un jour d'avoir des autos électriques, des autobus électriques. T'sais, nous autres, on a un potentiel de remplacement, là. Si on n'avait aucune haute énergie, peut-être qu'on n'aurait pas le choix. Puis sur le gaz, entre autres à l'île d'Anticosti, je serais très prudent parce que c'est une des grandes réserves qu'on a. Un écosystème unique. C'est ça. Mais c'est sûr que si c'était du pétrole conventionnel, là, tu es sur la terre ferme, c'est moins dangereux. Gaz de schiste, pas très ouvert à ça. OK. Puis on a parlé d'hydroélectricité. Est-ce qu'on en a assez d'hydroélectricité ou il faut continuer à développer notre potentiel hydroélectrique au Québec? On a développé beaucoup de grands projets là, dans les dernières années. Il y a la Romaine qui est en train de se compléter. Là, présentement, il y a des surplus énergétiques quand même assez importants. Moi, je pense que les grands projets, pour un bout de temps, c'est terminé parce que, d'abord, on a des surplus. Là. Si on fait des usines, pas des usines, mais des centrales, puis qu'on n'est pas de vendre ça à personne, ça veut dire que c'est un investissement qui ne rapporte rien, ça. Là. Ça veut dire que là, on est des imbéciles si on fait ça. Là. Si tu trouves un restaurant dans le désert, il n'y a pas de clients, ça donne quoi, là? Bon. Puis, j'ai l'impression qu'avant d'absorber les surplus qui existent, ça va prendre un bout de temps. Je comprends aussi en même temps que quand on fait des projets, ça prend une dizaine d'années pour faire un projet. Peut-être qu'on peut regarder des affaires pour avoir de la vision, mais aussi, il faut être conscient que les projets qui étaient les moins coûteux ont tous été réalisés. Là, on est dans des projets qui sont plus loin, plus chers, plus hauts, qui vont prendre plus de lignes pour descendre, etc. Là, on a des projets qui sont rendus autour de 10 cents du kilowatt. Là. En bas de ça, il n'y a pas de projet. Bien, à 10 cents, si on vend ça aux Américains ou aux Ontariens 6 cents, on perd 4 cents. Là. Ah ouais. Ça veut dire que là, nous autres, chaque fois qu'on bâtit quelque chose, on paye les autres, on développe les autres. Là. C'est que nous autres, on se sert de notre argent pour subventionner les autres. Ça ne marche pas. Ouais. Non. Comment on devrait aller gérer ces surplus d'électricité-là? Parce que là, on en a beaucoup. Il y en a qui disent qu'on ne devrait pas en construire parce que là, on en a, puis justement, on le vend à rabais. Comment on devrait gérer ça? Bien, ceux qu'on a, on n'a pas le choix, il faut les utiliser. Là, parce que de toute façon, on a payé là, pour les immobilisations. Là, faire tourner la centrale, c'est pas ça qui coûte le plus cher. Là. C'est minime par rapport à l'investissement. Là. Si un projet a coûté plusieurs milliards, parce qu'on sait, il n'y a pas d'employés là-dedans, ça tourne, puis c'est des machines qui sont faites pour tourner 25 ans. Là. C'est fait pour tourner jour et nuit. Là. C'est des bons équipements. Fait que je pense qu'il faut qu'on les utilise, puis mieux vaut les vendre 4 cents, 5 cents que de les vendre pas une scène. Non, c'est ça. Là, on est pogné avec. Là. Ça fait qu'on va perdre de l'argent avec ça, mais puis je pense qu'on doit prendre aussi des contrats pas trop à long terme, parce que si on prend un contrat de 30 ans, puis que dans 10 ans, on a moins de surplus, on va dire, on aurait été mieux, dire là, de pas prendre un contrat trop long terme, mais on pourrait le vendre 10 cents maintenant. Là. Ça fait que ça change vite le monde de l'énergie. Qui aurait prévu que le pétrole serait bas comme ça il y a un an même? Il y a juste un an, personne ne pouvait prévoir ça. Ça fait que ça peut changer très vite. Est-ce qu'on devrait mettre ça dans des grands projets comme les alumineries? Certains disent que oui, parce que ça crée des jobs, mais ça ne crée pas beaucoup de jobs par rapport à la quantité d'énergie. Il y a des études qui ont été faites par Hydro-Québec que c'est dans les alumineries que ça crée le moins d'emplois proportionnellement aux quantités d'énergie. Une des stratégies que moi j'aurais aimé, puis que j'avais discuté entre autres avec le ministre des Finances, puis on regardait, c'était est-ce qu'on ne pourrait pas faire des tarifs spéciaux pour les petites entreprises qui, eux autres, sont très dynamiques, puis qui créent des emplois? J'ai l'impression que ça devrait être un scénario qu'on devrait regarder. Favoriser plus les petites entreprises qui consomment moins d'énergie que les grandes entreprises comme les alumineries, mais qui créent beaucoup plus d'emplois. Ça pourrait être une des stratégies. Bien, surtout, en tout cas, les alumineries, on attend encore les retombées de les supposés investissements qui étaient supposés être faits il y a 10 ans. Là. Je veux dire, je comprends qu'il y a le cours du métaux, mais même quand le métal remonte... Là, ce qu'on voit là, présentement, c'est que même l'Alcan, Rio Tinto Alcan, disait que ils ne veulent pas investir dans la nouvelle technologie avant 3 ans. Puis ça, c'est assez regrettable parce que, dans le fond, l'ancien gouvernement, entre le gouvernement libéral, avait déroulé le tapis, subventionné, full au bouchon, conditionnellement à ce qu'ils développent. Puis là, ils ne développent pas, puis on ne ramasse pas la subvention. C'est ça. Il y a un peu de... Je trouve qu'il y a un problème à fonctionner. C'est clair, c'est que, on est très sévère envers le petit qui a fait un problème à l'aide sociale. Lui, on va le traîner en cours s'il faut. Mais quand c'est des multinationales,
on est pas mal plus ouvert, puis on laisse passer bien des affaires, ce qui devrait être l'inverse, à mon avis. Mais pourquoi les gouvernements, ils mettent pas leur culotte pour dire, ben écoute, là, tu m'as promis 2 milliards d'investissements, t'en as mis 100 millions, là, fais-le. Bien, il y a des gouvernements qui mettent plus le culotte que d'autres, puis aussi, il faut être conscient que ces entreprises-là font du chantage. Ils disent, ben, si tu m'obliges à faire ça, on va fermer l'usine, on n'en fera pas, etc. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? Ben là, c'est une façon... Ça campagne de peur. Oui, la peur, ça marche encore. Oui, ça c'est clair. On va maintenant aller d'une ressource naturelle que je pense qui est ta préférée, qui est la forêt. Pourquoi l'industrie forestière a de la misère? Parce qu'il y a eu une crise forestière, ça on le sait, mais on dirait qu'elle ne finit plus, cette crise-là. Pourquoi elle a autant de difficultés à se sortir de la crise? Disons qu'il faudrait trouver des nouveaux produits, mais c'est facile à dire. Tout le monde dit qu'il faut transformer. Il y en a quand même de la transformation qui se fait à l'heure actuelle, c'est entre autres à s'imprimer des poutrelles, toutes sortes d'affaires. Mais je pense que ça prendrait des produits qui sont à plus grande valeur ajoutée. Mais le problème de ça, c'est que si tu veux créer un nouveau produit, ça prend énormément de budget, ça prend des investissements gigantesques, puis il y a des grands risques aussi. Là. Oui. Tu ne sais pas, là, tu sais, ça fait que là, les entreprises, qu'est-ce qu'elles essayent de faire? Bien, ils essayent de faire de l'argent avec les produits qu'ils ont. Puis aussi, c'est que compte tenu du fait que la crise a duré très longtemps, la crise forestière qu'on a connue a duré 8 ans, là, on commence à sortir de ça. Bien, ça fait que durant ces années-là, les entreprises, ils n'ont pas fait d'argent, ils n'ont pas accumulé de surplus, ils ont tiré le diable par la queue. Puis là, tu arrives à un moment donné qu'il faudrait que tu investirais des centaines de millions, ça ne fait pas. Ça fait que là, je pense qu'il faudrait qu'on arriverait avec un nouveau partenariat. Je vais vous donner un exemple là, de ce que j'avais pensé l'année passée. C'est que là, il y a des entreprises, entre autres, comme une compagnie, je pense que c'est UPL en Finlande, qui a produit une auto en bois. Ça, c'est vraiment un nouveau produit, mais ça a demandé des millions en recherche. Bien, nous autres, on aurait pu dire à cette entreprise-là, nous autres, ça nous intéresse, les autos en bois, puis c'est une auto qui est moulée, là, puis c'est solide, puis ça peut se remplacer, puis c'est écologique. On aurait pu dire, nous autres, là, on a un moteur roue au Québec. On pourrait mettre un moteur électrique dans une auto en bois. On ferait l'auto la plus écologique au monde entier. Bon, mais sauf que le problème, c'est que pour faire ça, ça prendrait des milliards d'investissements. Il n'y a pas une compagnie forestière qui pourrait faire ça. Mais si on disait, par exemple, aux compagnies de la pétrochimie, qu'elles autres ont beaucoup d'argent, la pétrochimie, puis qu'elles autres sont plutôt sales, là, ils ne sont pas très écologiques, là, le pétrole, c'est pas très écologique, bien, on disait, vous autres, vous devriez investir là-dedans, dans un produit. Vous autres, vous êtes des compagnies d'énergie, pas de pétrole. T'sais, il faut changer les mentalités, changer de paradigme. Là. Vous autres, est-ce que vous êtes une compagnie de pétrole ou une compagnie d'énergie? Si vous êtes une compagnie d'énergie, vous devriez investir dans la production de moteurs électriques. Ça en est de l'énergie, ça. Puis là, s'associer avec Hydro-Québec, la Caisse de dépôt, peut-être des autres compagnies, Rio Tinto, etc., puis les compagnies forestières. Là, à ce moment-là, tu es capable d'avoir un pool de monde qui sont, d'une part, les compagnies forestières qui seraient vertes amènent le côté vert, amènent une expertise forestière, puis d'autres pourraient amener d'autres expertises. Puis là, il y a des capitaux. Là, on pourrait peut-être faire quelque chose avec ça. Asseoir tout ce monde-là ensemble. Puis là, à ce moment-là, c'est que si on a des produits à valeur ajoutée, là, tu peux payer les gens qui plantent les arbres plus cher. Ceux qui récoltent, tu peux payer plus cher. Mais là, présentement, on le voit, là, c'est que là, les compagnies essayent de baisser les prix parce qu'ils sont en compétition. Mais c'est pas facile. Mais c'est sûr que là, au moins, il y a une accalmie parce que là, le fait que le prix du pétrole soit baissé, c'est bon parce que ça peut rentrer jusqu'à 25 dans le coût du bois, quand même bon. Le fait aussi que le dollar soit baissé, ça nous aide à vendre. Mais ça nous aide, mais ce n'est pas suffisant pour être capable de se lancer dans des nouveaux produits qui demandent des immenses capitaux. OK. Comment on devrait, selon toi, gérer la forêt pour assurer sa pérennité, faire travailler le monde, mais aussi pour ne pas nuire aux écosystèmes en place? Il y a des modèles qui ont été faits, on pense à la Scandinavie beaucoup. Puis je pense qu'aujourd'hui, au Québec, on est arrivé à une... Mais il faut être conscient que, tu sais, souvent on parle de la Scandinavie, là, mais c'est pas parfait. Parce qu'eux autres, dans le fond, là, eux autres, ils ont commencé à planter en 1908 en Suède. Là. Bon, il y en a qui vont dire, ils étaient d'avant-garde. Non, ils n'étaient pas d'avant-garde. La forêt était plus petite que nous autres. Ils ont passé au travers plus vite que nous autres, puis ils étaient obligés de replanter. Okay. Fait que c'est pas parce qu'ils étaient écologiques, c'est parce qu'ils étaient mal pris. C'est que nous autres, on n'avait pas besoin de planter. La forêt était immense, puis les vieux disaient, on ne verra pas le bout de ça. Mais en l'espace de quelques années, c'est aperçu qu'avec les machineries multifonctionnelles, etc., le bout arrivait plus vite qu'on pensait, c'est ça. Mais aussi, c'est qu'eux autres, entre autres, ils ont fait
des carottes, comme on dit. Ils ont planté des arbres comme des carottes, mais là, il y a eu beaucoup de pertes de biodiversité. Ça fait que c'est pas nécessairement un modèle. Nous autres, je ne dirais pas qu'on est parfait, mais sincèrement, il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été faites. Puis, il faut être conscient aussi que dans la vie, ça prend des compromis. Tu sais, c'est que là, quand je vois... moi, je recevais des courriels de toutes sortes de monde. Un beau moment donné, il y a quelqu'un qui me dit... M. Trottier, c'est pas 50 de la forêt qu'il faudrait protéger, c'est 100 de la forêt qu'il faudrait protéger en haut du 50e parallèle. Fait que là, je lui réponds, j'ai dit, si on fait ça, là, j'ai dit 49e, plutôt pas 50, mais 49e parallèle. Il dit, si on fait ça, on va perdre 15 000 emplois. Là, il me répond tout simplement, c'est pas grave, de toute façon, c'était des jobs qui n'avaient pas d'avenir. Fait que, tu sais, il y a du monde qui gère ça facilement, là. Tu sais, il y a du monde qui sont assez lousses, là, dans leurs décisions, là. Tu sais, quand tu n'es pas touché par ça, ça fait que là, tu sais, moi, je pense, entre autres, qu'il faut que les gens qui sont dans la situation aient un grand pouvoir de décision. Quand j'étais préfet, quand il y avait eu la commission Coulombe, on avait revendiqué que ce soit les gens de la région qui gèrent la forêt. Puis, moi, je pense que, tu sais, normalement, je ne dis pas que ça va être parfait, mais si ton grand-père n'a vécu, ton arrière-grand-père, ton père, puis tu veux que tes descendants en vivent, bien, je pense que tu vas agir de façon responsable. Puis ça, c'est une des façons. Puis les gens qui vivent, bien, ils savent, entre autres, mais nous autres, on a des chasseurs, des pêcheurs, puis le kit. Les chasseurs, les pêcheurs, ils ne veulent pas qu'on coupe tout le bois, là. Puis il y a moyen de trouver un équilibre, d'après moi, entre tout ça. Mais je pense qu'entre autres, il faut rapprocher la décision des gens qui habitent les territoires. C'est un peu comme le conflit qu'il y a entre les écologistes aussi. On a vu Greenpeace qui ont beaucoup attaqué, entre autres, produits forestiers résolus. C'est qui a raison dans ça? D'abord, ma mère disait que ça prend 2 personnes pour se chicaner. Il faut qu'il y ait du tort des 2 bords. Là. D'habitude, c'est assez rare qu'il y ait du tort rien que d'un bord, mais dans ça, entre autres, il y a le fait que Résolu a actionné Greenpeace qui avait menti. Puis ils ont actionné de 7 millions. Ça fait que là, Greenpeace, eux autres, pour leur donner de la merde, ben ils font d'autres choses. Fait que là, tu sais, il y a des petites guerres là-dedans. C'est plus des guéguerres que des grands idéaux. Ben, en tout cas, tu sais, c'est pas tout scientifique, ce débat-là. Là, c'est que là, sincèrement, là, tu sais, si il y a les raisons officielles puis les vraies raisons, là, tu sais, des fois, là, c'est que là, on dit pas les vraies raisons sur la place publique, mais tu sais, il fait partie de la game qu'il y a une espèce de conflit de personnalité autour de ça, puis qui devrait pas nous affecter, mais qui nous affecte malheureusement. Puis sincèrement, tu sais, si le siège social de Greenpeace était à Dolbeau ou à Lorette, ça me rassurerait. Mais qu'il soit au centre-ville de Montréal, dans le ciment, avec la compréhension qu'ils ont de la société, de la forêt, je pense qu'il y aurait avantage à venir faire des séjours plus souvent, puis parler avec le monde. Puis je pense qu'il y a moyen de concilier les deux. L'idée, ce n'est pas de dire que les écologistes sont entièrement en tort, mais je pense qu'il y a moyen de concilier la survie des caribous, la survie de l'industrie forestière. Puis comme j'avais déjà dit, c'est que là, oui, la survie du caribou m'inquiète, mais la survie du travailleur forestier m'inquiète encore plus. Oui. Pourquoi on parle du nouveau régime forestier, puis il est comme toujours remis en question? On dirait que c'est toujours de la faute du nouveau régime forestier. Pourquoi? Bien, d'abord, c'est pas le seul endroit, là. C'est que dans nos sociétés, quand on cherche un coupable, c'est le gouvernement. Toujours la faute du gouvernement. C'est que là, les syndicats ne diront pas que c'est de leur faute, les patrons ne diront pas que c'est de leur faute. C'est plus facile de mettre la faute sur le gouvernement. Est-ce que le gouvernement a une partie de faute? Probablement. Si le gouvernement était parfait, probablement que ce serait plus dur de dire que c'est la faute du gouvernement. Puis, c'est sûr que le nouveau régime forestier a entraîné des coûts supplémentaires parce qu'on a des pratiques différentes. T'sais, on fait plus de protection dans le nouveau régime forestier qu'avant. Bien, ça coûte quelque chose, ça. Ouais. Il faut être conscient que tu peux pas... Si tu disais aux compagnies, faites n'importe quoi, bûchez n'importe comment, ça coûte moins cher, ça, mais ça peut avoir d'autres types de conséquences sur la faune, la flore. Puis aussi, sur, on pourrait dire, la pérennité de la forêt. Là. Si tu ramasses juste le beau stock, tu ramasses juste l'ami, tu ne prends pas la croûte, bon. Ça fait que là, puis aussi, c'est qu'on sort d'une période qui était extrêmement difficile pour les industries forestières. Ça fait que ça n'a pas aidé. Puis aussi, c'est que c'est sûr que les gens, ils revendiquent toujours, et tout le monde aimerait ça avoir ça plus facile. Il y a du monde qui trouve qu'à Montréal, il y a trop de restaurants. Leur solution, c'est de dire on n'en rouvre plus. Il y a juste nous autres qui vont avoir le droit de continuer. Ouais. Ça, c'est le propre de l'homme que de rechercher des facilités puis de dire au gouvernement « arrange-moi ça ouais. ». Les solutions miracles, la machine à miracle, comme on dit. Le département est fermé, malheureusement. Depuis longtemps. Hey, merci, Denis. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Écoute, on a fait un beau tour sur les ressources naturelles.
Merci d'avoir été des nôtres. Puis on se retrouve la semaine prochaine où on va parler de gouvernance. Merci. Au revoir. Bonne semaine. Cet hiver, avant de prendre la route, composez le 511 ou consultez le québec511.gouv.qc.ca pour planifier vos déplacements. Prenez le volant en toute sécurité. Dans la vie, il y a des machines qu'on contrôle et des machines qu'on ne contrôle pas. Rien ne peut augmenter les chances de gagner. C'est toujours le hasard qui décide. Visitez le jeu-doit-rester-un-jeu.com. À mon âge, personne n'est à l'abri de perdre son emploi. Personne n'est à l'abri d'avoir une maladie. Personne n'est à l'abri de tout perdre. Personne n'est à l'abri de l'indifférence et de l'itinérance. C'est grâce à l'appui de tous que j'ai pu m'en sortir. Bientôt, nous mettrons fin à la sclérose en plaques. Grâce au rôle de chef de file du Canada dans la recherche, nous sommes à un pas de trouver le remède. Et le chemin pour y arriver commence ici, avec vous. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur marchedelespoir.com. Faites un pas. Vous pouvez mettre fin à la sclérose en plaques. Ils étudient. Elles travaillent. Ils créent. Elles innovent. Ils grandissent. Sans leur présence, le Québec ne serait pas complet. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants contribuent plus que jamais au développement de notre société. L'avenir du Québec ne peut s'écrire sans l'immigration. À mon âge, personne n'est à l'abri de perdre son emploi. Personne n'est à l'abri d'avoir une maladie. Personne n'est à l'abri de tout perdre. Personne n'est à l'abri de l'indifférence et de l'itinérance. C'est grâce à l'appui de tous que j'ai pu m'en sortir.